Je m'appelle Nico Holloway. Ce matin-là, ma femme a pris l'avion. Je pensais que le pire moment de ma journée serait d'élever seule notre fille de 6 ans, Iris. L'air embaumait encore une légère odeur de grains de café torréfié, et le soleil n'avait même pas encore complètement étiré ses doigts sur le sol de la cuisine. Lyra se déplaçait comme toujours le matin, précise, légèrement distraite, l'esprit déjà en route vers la prochaine réunion. Je lui ai tendu la bâche de voyage, je l'ai regardé enfiler son manteau sur son blazer et je lui ai donné ce baiser rapide que nous avions perfectionné au fil des ans. Seattle, familier et ordinaire, me rappela-t-elle, même si je ne lui avais rien demandé. Sommet stratégique. De retour jeudi soir ou vendredi matin, j'ai hoché la tête, à moitié réveillé, déplaçant déjà la vaisselle du plan de travail à l'évier. Iris était assise à la table de la cuisine, ses petits pieds se balançant sous sa chaise, un bol de céréales à moitié mangé devant elle. Lyra l'a embrassée sur le front, a caressé ses cheveux. « Sois sage pour papa », a-t-elle dit avec un clin d'œil. Puis elle disparut, ses talons claquant sur le parquet tandis que la porte d'entrée claquait derrière elle. 6h12. Je rinçai les assiettes, attrapai un torchon, puis j'entendis la chaise d'Iris grincer trop vite. Le bruit me fit sursauter et je me retournai. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte entre la cuisine et le couloir, le visage pâle, les mains tremblant légèrement autour du cou de son lapin en peluche. « Papa » dit-elle, essoufflée comme si elle venait de courir 1,5 km. « Il faut qu'on y aille tout de suite. » Je clignai des yeux, perplexe. « Où aller, ma puce ? Il n'est même pas 7 heures. » Elle s'approcha. Sa voix se transforma en un murmure. « Elle est partie et ils arrivent. » Un poids froid s'installa dans ma poitrine. « De quoi tu parles ? Maman vient de partir. » Non, dit-elle avec cette certitude étrange que seuls les enfants semblent imposer. Pas comme ça. Elle ne reviendra pas. Il faut qu'on y aille. Je m'accroupis, essayant de garder un ton égal. Iris, ma puce, que se passe-t-il ? Tu as fait un cauchemar ? Elle secoua la tête si fort que ses boucles se mirent à danser. Je l'ai senti. Je l'ai entendu dans sa voix lorsqu'elle m'a dit au revoir. Elle ne va pas à Seattle. Je l'ai regardé dans les yeux, écarquillé et entendu, et quelque chose m'a serré le ventre. Ce n'était pas seulement de la peur. C'était de l'instinct. Ce genre d'instinct primaire qui n'attend pas de preuve. Ma main a bougé avant que mon esprit ne me rattrape. J'ai attrapé mon portefeuille sur le comptoir de la cuisine, mes clés sur le crochet près de la porte d'entrée. Je ne me suis pas arrêté pour prendre un encas ou des vêtements de rechange. Juste ma fille, son lapin et ce bourdonnement intérieur qui me criait « Écoute-la ». La porte du garage s'est ouverte en grinçant. Le moteur de la voiture a démarré. Et 5 minutes après le départ de Lyra, nous reculions dans l'allée. La maison que nous avions construite, peinte et dans laquelle nous avions ri pendant 8 ans rétrécissait dans le rétroviseur. Et tandis que je m'engageais sur la route principale, je regardais sans cesse les rétroviseurs. Pas de phare, pas de mouvement. Mais Iris tenait toujours son lapin comme si c'était le dernier réconfort dans un monde qui tournait mal. Nous avons roulé. Pas de destination, pas de carte, juste en route. Je n'ai pas posé d'autres questions. Pas encore. Je n'ai pas allumé la radio. J'ai juste laissé le silence s'éterniser, à l'exception du vrombissement des pneus et de la respiration calme d'Iris. Nous avons dépassé l'aéroport. Mes doigts ont tressailli sur le volant. J'ai pensé à faire demi-tour, pour confirmer qu'elle avait bien pris cet avion, mais une partie de moi ne voulait pas savoir. Pas encore. Au bout de 2 heures, je me suis arrêté sur une aire de repos près de la frontière. Une rangée d'arbres bordait le bord, et l'odeur du pin filtrait à travers la vitre fendue. Je me suis retourné vers Iris. « Chérie, peux-tu me dire ce que tu voulais dire tout à l'heure ?» Elle a levé lentement les yeux. Elle m'a dit de faire comme si tout était normal si jamais quelque chose n'allait pas. Mais cette fois, ça ne semblait pas anormal. C'était fini. « Qui vient ?» demandai-je, la gorge soudain sèche. Elle secoua la tête. Je ne sais pas, mais je l'ai vue regarder la porte avant de partir, comme si quelqu'un était dehors, comme si elle me disait au revoir. C'est là que j'ai compris. Le baiser de Lyra avait été différent ce matin-là. Pas rapide ni routinier, mais long, prolongé, et la façon dont elle avait prononcé mon nom quand je lui avais tendu le café, douce, presque comme une excuse. Je me suis adossé à mon siège et j'ai fixé le tableau de bord.
Tu crois qu'elle nous a quittés? Non, dit Iris. Je crois qu'elle a essayé de nous protéger. Je ne savais pas comment gérer ça. Ma femme était calculatrice, déterminée, méthodique, mais je n'aurais jamais cru qu'elle était dangereuse, traquée ou capable d'orchestrer une telle chose. Mais après tout, qu'en savais-je vraiment? Iris ouvrit la boîte à gants, ses petites mains fouillant comme si elle cherchait quelque chose. Avant que je puisse lui demander ce qu'elle faisait, elle en sortit une feuille de papier pliée et une petite boussole avec laquelle elle n'avait pas joué depuis des mois. Elle parut surprise. Ce n'était pas là hier. Je lui pris la feuille des mains et la dépliai. Elle était vierge au recto, mais au verso, légèrement écrite au crayon, se trouvait une phrase. Fais confiance à son instinct. Puis cours. C'était l'écriture de Lyra. Je la reconnaîtrais entre toutes. Mon sang se glaça. L'air de repos semblait trop calme maintenant. Trop immobile. Je regardais le parking. Aucun signe évident de surveillance. Mais je ne pouvais me défaire du sentiment que nous étions déjà suivis. Et si Lyra avait planté ça ici? Cela signifiait qu'elle s'attendait à ce qu'on la trouve, ce qui signifiait qu'elle savait qu'on serait en fuite. J'ai démarré le moteur. Ma voix a à peine réussi à surmonter la tension dans ma gorge. On va en lieu sûr. Où? A demandé Iris doucement. Vers un endroit inconnu, ai-je dit. Sauf nous. Elle a hoché la tête, puis a regardé la boussole. Elle fonctionne encore, a-t-elle murmuré. J'ai tendu la main et lui ai serré la main, réalisant soudain que la petite fille à l'arrière n'était pas aussi petite que je m'étais laissé croire. Elle avait senti quelque chose que je n'avais pas suivi. Et maintenant, nous étions au milieu de quelque chose que nous ne comprenions pas, mais que nous n'avions d'autre choix que de survivre. En faisant demi-tour sur l'autoroute, j'ai jeté un dernier coup d'œil dans le rétroviseur. Et pour la première fois de ma vie, je ne regardais pas ce qu'il y avait derrière moi. Je regardais si nous étions suivis. Nous avons roulé sans musique, sans parler. Les kilomètres s'étendaient entre nous comme un silence qu'aucun de nous deux ne pouvait nommer. Iris était assise à l'arrière, le visage à moitié caché derrière l'oreille de son lapin en peluche. Elle ne fredonnait pas comme d'habitude lors de nos longs trajets. Elle ne nous a pas demandé si nous pouvions nous arrêter pour grignoter ou écouter son livre d'histoire préféré sur la chaîne stéréo. Elle regardait simplement par la fenêtre, ses petits doigts si serrés autour du cou du lapin que je voyais la peluche commencer à bouger. J'ai regardé à nouveau dans le rétroviseur. Toujours aucun signe de suivi, mais cela ne signifiait pas qu'il n'était pas là. Nous avons traversé l'Oregon en milieu de matinée et je me suis arrêté dans une station-service nichée près d'une sortie tranquille, les pins se balançant comme s'ils écoutaient aux portes. Je suis sorti, gardant un œil sur la route pendant que je faisais le plein. Un étrange rythme résonnait dans ma poitrine, quelque chose entre l'adrénaline et l'incrédulité. Je n'avais jamais rien fui auparavant. J'étais consultant en design, bon sang, un homme qui créait des moodboards et des pitchs de rénovation pour des maisons de banlieue. Je n'étais pas un fugitif. Je n'étais pas un espion. Je n'étais pas du genre à surveiller chaque ombre par-dessus son épaule. Quand je suis remonté dans la voiture, j'ai tendu une barre de céréales à Iris et je me suis retourné pour lui faire face. Ma chérie, ai-je dit doucement, peux-tu m'en dire plus sur ce que tu as ressenti ce matin? Tu te souviens d'autre chose? Elle a regardé le rappeur. Elle a dit qu'elle nous aimait. Elle a murmuré, mais ce n'était pas vrai. Ça a été plus dur que prévu. Comment ça? Iris a hésité. Elle m'a dit la semaine dernière qu'elle devrait peut-être partir vite, que je ne devrais pas avoir peur si elle partait, que papa s'occuperait de tout, mais je l'ai entendue au téléphone sans qu'elle sache que je l'écoutais. Elle pleurait. Elle a dit, j'espère qu'ils ne me pardonneront jamais, mais c'est la seule façon pour eux de survivre. J'ai essayé de déglutir, mais j'avais l'impression que ma gorge s'était fermée. Je l'ai fixé du regard, m'efforçant de rester calme. Tu crois qu'elle parlait de nous? Iris n'a pas répondu. Elle a juste hoché la tête et a pris une bouchée de la barre de céréales. C'est là que j'ai remarqué que la boîte à gants était entr'ouverte. Je ne l'avais pas fait. Je l'avais touchée depuis notre départ. Un petit bout de papier blanc dépassait juste sous le manuel d'utilisation. Je l'ai attrapé, m'attendant à un autre dessin d'Iris ou à un de ces tickets de caisse qui s'empilent après les courses au fast-food. Mais à la place, j'ai trouvé une enveloppe. Aucune inscription au recto. Je l'ai retournée et l'ai ouverte lentement. Le rabat était collant, comme si elle avait été scellée à la hâte.
À l'intérieur se trouvait un téléphone prépayé, bon marché, noir, sans étui, et une photo. Je me suis figé. C'était une photo de Lyra. Pas la Lyra que je connaissais en tenue de réunion ou en robe de brunch du dimanche, mais Lyra en veste de cuir et jean, adossée nonchalamment contre un mur en stuc sous un auvent baigné de soleil. À côté d'elle se trouvait un homme, la trentaine, costume élégant, lunettes de soleil, une main dans sa poche comme s'il était le maître du monde. Il semblait proche, familier. Son sourire n'était pas forcé. Il était doux, intime. Ma poitrine s'est serrée. J'ai retourné la photo. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise la semaine dernière à Madrid. Madrid. J'ai cligné des yeux, essayant de me recentrer sur tout ce que je croyais savoir. Elle m'a dit qu'elle était à Portland cette semaine-là, en formation hors site avec son équipe communication. Elle avait même appelé une fois, un gobelet Starbucks à la main, le logo de l'entreprise en arrière-plan. Mais cette photo n'était pas un mensonge. C'était une vie complètement différente. J'ai allumé le téléphone prépayé pour le réveiller. Pas de mot de passe. Il s'est allumé avec un seul contact enregistré sous le nom d'Aiguille. Je n'osais pas l'appeler. Pas encore. La pellicule était vide. Pas de message, pas de mais, juste la photo enregistrée à nouveau dans la galerie, ainsi qu'un mémo vocal que je n'avais pas remarqué auparavant. J'ai hésité, puis j'ai appuyé sur lecture. La voix de Lyra a grésillé dans les haut-parleurs. Si tu écoutes ça, c'est qu'Iris a trouvé l'enveloppe. Je savais qu'elle le ferait. Nico, je ne voulais pas t'impliquer là-dedans. J'ai essayé de vous séparer dès le début, mais le timing a dérapé. Madrid n'était pas censé avoir lieu. Je devais rencontrer un contact. Ce n'était pas le cas. Personnel. C'était une question de survie. Je sais à quoi ça ressemble, mais faites confiance à Iris. Elle saura à qui se méfier. Le message s'est terminé brusquement, comme si on lui avait coupé la parole. J'étais assis là, clignant des yeux devant le tableau de bord. Chaque nerf de mon corps vibrait. Je ne savais pas si j'avais envie de crier ou de balancer le téléphone dans les bois. Mais Iris me regardait maintenant, les yeux écarquillés, vieux jusqu'aux oreilles. Elle ne voulait pas mentir, dit-elle doucement. Elle ne voulait juste pas qu'il nous fasse du mal. Qui sont-ils, Iris ? Demandai-je, les mots s'accrochant à ma langue. Je ne sais pas, dit-elle. Mais ils sont réels. Je tournai de nouveau la clé dans le contact, la voiture ronronnant comme si elle était là. Deux se préparaient à la suite. Je n'avais pas de réponse. Mais j'avais des preuves maintenant. Et les questions s'empilaient comme des dominos dans ma tête. Si Lyra était à Madrid la semaine dernière, avec qui travaillait-elle vraiment ? Et pourquoi le cacher ? Pourquoi planquer un téléphone jetable dans notre voiture comme dans un film d'espionnage qui a mal tourné ? Et la plupart de quels dangers essayait-elle de nous protéger, par-dessus tout ? J'ai roulé jusqu'à la sortie d'une petite ville appelée Milleres-Bank. Un feu clignotant, un restaurant, une quincaillerie et un endroit où respirer un instant. Je me suis garé à l'ombre près de la bibliothèque et j'ai coupé le moteur. Iris s'est déplacée sur la banquette arrière, relâchant enfin son étreinte sur le lapin. Je te crois, ai-je dit doucement. Surtout. Elle a hoché la tête, non pas comme une enfant cherchant à être rassurée, mais comme quelqu'un qui connaissait déjà la vérité et attendait simplement que les adultes la comprennent. J'ai de nouveau regardé mon téléphone jetable. Elle a dit, tu saurais à qui ne pas faire confiance. Je le sais, a-t-elle dit. Mais on n'en parle pas à voix haute. Mon cœur battait fort. D'accord, on ne le fera pas, nous sommes restés assis là, immobiles, dans un morceau emprunté qui ne nous appartenait pas, pas vraiment. Et j'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas de prouver l'innocence de Lyra. Ou de révéler ses mensonges. Il s'agissait de rester en vie, de protéger Iris et d'essayer de comprendre une femme que je croyais avoir épousée et qui me semblait maintenant une étrangère enveloppée de secrets. Mais une chose était sûre, elle ne nous avait pas quittés par accident. Elle nous avait quittés volontairement. Pour fuir et protéger quelque chose d'encore plus important que la vérité. Je me souvenais de la cabane comme on se souvient d'un lieu de son enfance. Les contours flous, les couleurs atténuées, le silence pesant plus qu'il ne devrait. Elle était nichée dans les collines du nord, juste après un bosquet de conifères qui entourait une route sinueuse comme des bras protecteurs. Mon oncle me l'avait légué dans son testament 5 ans plus tôt, et je n'y étais allé que 2 fois. Il n'y avait pas de Wi-Fi,
à peine un signal cellulaire, et c'était trop isolé pour s'en préoccuper, sauf si l'on était un ermite ou un fugitif. Je me suis garé près de la clôture en bois effondré qui marquait la limite de la propriété et j'ai coupé le moteur. Le bourdonnement de la civilisation s'estompa instantanément, remplacé par le chœur du vent dans les pins et le ruisseau bas d'autrefois, en train de s'affaisser. Iris s'est redressée. Plus droite sur la banquette arrière, son lapin se blottissant dans ses bras, comme si elle aussi ressentait le changement d'atmosphère. Elle ne dit rien pendant que nous montions les marches, et je tournai la vieille clé en laiton dans la porte. Lorsqu'elle s'ouvrit avec un clic, ce fut plus qu'une simple serrure qui cédait. C'était comme si nous n'étions pas censés déranger le réveil. À l'intérieur, l'air sentait la poussière de pin et le souvenir. L'endroit n'avait pas changé. Un canapé à carreaux recouvert d'un drap blanc, des étagères vides et la vieille cheminée encore tachée dessus depuis la dernière fois que mon oncle avait brûlé du bois pendant un orage. Je déposai nos sacs près de la cuisine et traversai les pièces, allumant les interrupteurs par habitude. Étonnamment, le courant fonctionna. Je pris note de remercier la compagnie d'électricité plus tard si jamais nous revenions à une vie normale. Irish entra dans la petite chambre et s'assit au bord du lit simple comme si elle y avait toujours vécu. Je regardais ses doigts tracer les petites volutes de chêne sculptées sur la tête de lit, qui se terminaient par des éclats de peinture. Elle semblait calme. C'était étrangement étrange, et je ne pouvais m'empêcher de penser que cet endroit ne la surprenait pas. Que peut-être, juste peut-être, elle s'attendait à ce que nous finissions ici. Ce soir-là, après avoir fait chauffer de la soupe en conserve et trouvé une bouteille de jus de pomme non périmée, j'ai bordé Iris. Elle serra son lapin contre elle et murmura quelque chose à son oreille éraillée avant de me regarder. « N'oublie pas de vérifier les fenêtres, dit-elle, comme si c'était une routine que nous n'avions jamais manquée. » Je l'embrassai sur le front, forçai un sourire et remontai la fine couverture jusqu'à son menton. « Dors bien, Peanut. » Je sortis et fermai la porte derrière moi, m'adossant au mur, laissant le poids de la journée me peser sur les os. Mes mains tremblaient. Pas vraiment de peur. D'épuisement, d'incertitude, d'en savoir trop, et toujours pas assez. Je m'assis au petit bureau en bois près de la fenêtre du salon et sortis mon ordinateur portable, le branchant à mon téléphone le temps de télécharger ce que je pouvais depuis le graveur de Lyra. La connexion rampait comme de la mélasse, mais après quelques tâtonnements, j'ai pu accéder à quelques informations. Des dossiers de vol, des relevés de compte, un dossier personnel. J'ai commencé à fouiller. L'itinéraire de Lyra était une fiction. D'après son agenda professionnel officiel, elle avait fait un aller-retour à Seattle et Portland. Mais les carnets de voyage de ses comptes liés indiquaient des achats à l'aéroport Barra de Madrid, un séjour dans un hôtel-boutique sous le nom d'Eleanor M, et de multiples virements vers des comptes signalés par des organismes de surveillance internationaux. Plus j'en trouvais, moins je la reconnaissais. J'ai pensé à la femme qui pleurait un jour devant les films Pixar, qui riait avec râle, qui faisait le meilleur croque-monsieur du monde et qui dansait pieds nus sur le porche sous la pluie. Cette femme avait aussi apparemment alimenté des comptes cachés derrière de fausses associations caritatives et disparu à l'étranger sous des pseudonymes que je ne pouvais prononcer. Le plus accablant étaient les dépôts en espèces. Des dizaines de milliers de dollars sur notre compte joint, par versements anonymes et irréguliers. Chacune de ces informations, que j'avais autrefois supposé provenir d'un travail indépendant ou de primes, me semblait désormais comme un fil d'Ariane, celui de quelqu'un qui cherchait à disparaître sans laisser de traces. J'ouvris le dossier personnel, m'attendant à y trouver des photos, peut-être de vieux mémos vocaux ou des documents. Au lieu de cela, il était vide, à l'exception d'un scan de l'acte de naissance d'Iris et d'un autre fichier, un document notarié me désignant comme son gardien spirituel, daté d'un mois et signé par Lyra. Je fixai l'écran un long moment, clignant à peine des yeux. Elle avait tout planifié, pas seulement les mensonges, pas seulement le départ. Elle avait pris des dispositions au cas où elle ne reviendrait pas. Je fermai l'ordinateur portable et me laissai aller en arrière, fixant mon reflet dans la fenêtre sombre en face de moi. Et c'est là que je la remarquai. Une légère tache sur le miroir suspendu au-dessus de la cheminée. Je me levai lentement et m'approchai, le cœur battant, me demandant pourquoi il m'attirait autant. De près, je vis que la tache n'était pas fortuite. C'était une ou plusieurs empreintes digitales, presque comme si quelqu'un avait pressé la main contre la vitre avec intention. J'ai essuyé la surface avec ma manche et, derrière la tache, à peine visible sous la couche de poussière, se trouvait un morceau de papier scotché au dos du miroir. J'ai retiré le cadre avec précaution, l'ai retourné et décollé le papier jauni. C'était un petit mot écrit de l'écriture cursive bouclée si reconnaissable de Lyra.
Si tu trouves ça, il le sait. Sors vite. Je l'ai relu, puis une troisième fois. Le papier tremblait dans ma main. L'avertissement ne m'était pas destiné. Il n'était pas adressé à un parent. Il venait de l'IRA à quelqu'un qui pourrait être retrouvé. Quelqu'un qui pourrait être en danger. Et j'ai compris la vérité glaçante. Nous n'étions pas les seuls à nous cacher. Ira a remué dans l'autre pièce. Un léger bruissement. Je suis retourné tranquillement vers elle et j'ai entr'ouverte la porte. Elle était réveillée. Ses yeux étaient ouverts, fixés au plafond. Impossible de dormir. J'ai murmuré. Elle s'assit et serra ses genoux. Elle m'écrivait, dit-elle simplement. Que veux-tu dire? Iris tendit la main derrière le coffre à jouets près de son lit, alors que je ne l'avais pas remarqué jusqu'à présent, et en sortit un autre mot. Pliée, vieillie, cachée, elle disait que si jamais j'avais peur, je devrais faire confiance à ma petite voix intérieure, car elle le saurait avant moi. Je pris doucement le mot. C'était exactement ce qu'il disait. Mes mains tremblaient, non pas à cause du danger, mais parce que tout ce que je croyais savoir sur l'IRA se décomposait en quelque chose d'autre. Quelqu'un qui ne nous fuyait pas. Quelqu'un qui courait vers le feu pour que nous n'ayons pas à le faire. J'ai regardé Iris et j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui n'appartenait pas à une enfant de 6 ans. C'était quelqu'un qui avait déjà commencé à porter le poids d'une trop grande vérité. Je ne l'ai pas remarqué au début. Le marché était petit, local, rustique, le genre d'endroit avec des étiquettes manuscrites sur tout et une seule cloche au-dessus de la porte. J'avais emmené Iris avec moi parce qu'elle ne voulait pas être seule, et je ne pouvais pas la blâmer. Elle me serra la main plus fort que d'habitude tandis que nous passions devant les bacs à fruits et légumes et que nous nous dirigions vers l'arrière où était entreposé le lait. Je me souviens avoir pensé combien il était étrange de faire quelque chose d'aussi normal alors que chaque nerf de mon corps était tendu. Ce matin-là, j'avais trouvé d'autres fichiers sur la clé USB du graveur de l'IRA, des coordonnées, des noms et ce qui ressemblait à des registres de mouvements d'actifs que je ne comprenais pas. Le genre de choses qui vous font regarder par-dessus votre épaule, même dans un endroit aussi endormi que la Miller S-Bank. Iris lâcha ma main en voyant les bâtonnets de miel dans un bocal près du comptoir. Elle adorait ça. Alors qu'elle sautillait, je pris une brique de lait dans la glacière, et c'est là qu'il me heurta. Pas un frôlement accidentel ni une grâce d'épaule accidentelle, mais une tape bien calculée. La sienne. Mais il se pencha, son souffle près de mon oreille, la voix basse et calme. Vous devez arrêter de poser des questions, monsieur Holloway. Mon cœur ne fit pas un bond. Il s'arrêta, claqua et repartit d'un seul coup. Je me retournai, mais il était déjà parti, franchissant la porte et disparaissant dans l'éclat du soleil matinal. Il portait une veste bleue, sans logo, sans marque apparente, juste une veste bleu marine à col montant. Il ne se retourna pas. Je ne le poursuivis pas. J'attrapai Iris, lui annonçai qu'il fallait partir et la traîner presque hors du magasin. Mes yeux scrutèrent tous les visages sur le parking. Personne ne me semblait familier. Personne ne semblait menaçant, mais il connaissait mon nom. Rien que ça, je savais que nous étions plus impliqués que je ne le craignais. De retour au chalet, je verrouillai la porte derrière nous et vérifiai chaque fenêtre. Iris me regardait de son regard calme et fixe, comme si elle connaissait la routine, mais détestait aussi le savoir. Je lui tendis un bâtonnet de miel, espérant la distraire une minute, le temps de rallumer mon téléphone prépayé. Je ne l'avais pas vérifié depuis la station-service. J'avais trop cherché à rester discret. Il restait un message non lu. Pas de numéro, pas d'objet, juste 5 mots. Unité de stockage 42B. Ne fais confiance qu'à l'enfant. Je l'ai regardé longuement. Pas la partie concernant l'unité de stockage, même si c'était déjà assez étrange. Mais la deuxième partie, ne fais confiance qu'à l'enfant, pas à ta femme, pas à ta meilleure amie, pas aux autorités, l'enfant, ma fille. J'ai senti un tremblement dans ma main. Non pas que je doutais d'elle, mais parce que le sous-entendu était clair. L'IRA n'avait pas laissé de message pour moi. Elle avait laissé un message pour Iris. Pendant tout ce temps, je pensais nous mener vers la sécurité. Mais c'était peut-être elle qui nous maintenait en vie. J'ai appelé Iris et je l'ai assise. Tu te souviens de ce que maman a dit à propos d'une unité de stockage? Elle a froncé les sourcils. Non, mais elle gardait les clés dans un bocal près du vieux tableau dans son bureau. Le bureau de l'IRA. De retour à la maison où nous ne pouvions plus retourner.
Je me suis frotté le front et j'ai poussé un soupir. Je crois qu'il faut qu'on trouve cette unité. Est-ce dangereux? J'hésitais. Je ne sais pas encore. Elle hocha la tête, les lèvres pincées. Alors on devrait y aller avant la nuit. Sa façon de le dire, franchement, courageuse, me serra la gorge. Je me demandais encore ce que Lyra lui avait dit, à quoi elle l'avait préparé, car cela ne ressemblait pas à de l'improvisation. J'avais l'impression que ma fille avait déjà accepté l'idée qu'elle pourrait devoir me sauver. Ce soir-là, après qu'elle fut allée se coucher, je m'assis près de la cheminée et réécouta le message vocal de Lyra, encore et encore. Non pas pour ce qui était dit, mais pour ce qui ne l'était pas. Les pauses, la façon dont sa respiration s'accéléra après avoir prononcé mon nom. Le tremblement juste avant qu'elle mentionne Iris. Fais-lui confiance, avait-elle dit. Elle saura à qui se méfier. Je parcourus les contacts sur le brûleur. Il n'en restait qu'un. Needle. Je n'osais pas l'appeler, mais j'ouvris la messagerie. Vide, à l'exception d'un brouillon. C'était à moitié écrit, sans parfum. J'en ai fini. Le colis est avec. Je me suis arrêté là. Pas de nom, pas de lieu, juste mon sang s'est glacé. Elle n'avait pas fini. Avait-elle été interrompue? Ou avait-elle effacé le nom exprès? À 3 heures du matin, je me suis enfin assoupi sur le canapé, le brûleur toujours sur ma poitrine. J'ai rêvé de Lyra, d'elle assise à la table de la cuisine, écrivant des mots qu'elle n'envoyait jamais, laissant des traces comme des miettes de pain qu'on ne suivrait peut-être pas assez vite. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. On allait au garde-meubles. Mais d'abord, il fallait que je trouve comment protéger Iris pendant ce temps. Avant de quitter la ville, j'ai passé un appel. Sage, a-t-elle répondu à la 3e sonnerie, la voix groggy mais claire. Nico, où étais-tu passé? Je lui en ai dit juste assez. Qu'on avait des ennuis. Que j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance. Que je n'étais même pas sûr de ce que je lui confiais, mais que je n'avais personne d'autre. À sa décharge, elle n'a pas demandé de détails. Je viens de dire, amène-la. Je la garderai en sécurité. Je me suis tourné vers Iris en lui préparant un petit sac pour la nuit. Tu vas rester chez Andy Sage un petit moment. Juste une journée. Tu reviendras? Promis. Je dois juste vérifier quelque chose d'abord. Elle m'a regardé, puis a hoché la tête. Prends Bunny, a-t-elle dit en me tendant son lapin en peluche. Pour lui porter chance. Je l'ai serré fort dans mes bras, j'ai embrassé le sommet de sa tête et j'ai murmuré un merci. Je ne savais pas comment expliquer. Alors que je quittais l'allée de Sage pour me diriger vers le logement, mes doigts se sont resserrés autour du lapin sur le siège passager. Le soleil se levait à travers un léger brouillard, le monde se réveillant comme s'il avait encore du temps. Mais je savais que ce n'était pas le cas maintenant. Le temps était déjà quelque chose que nous volions, et je commençais à réaliser que Lyra n'avait pas juste laissé un désordre derrière elle. Elle avait laissé une carte alors que seule sa fille savait lire. Je suis arrivé au garde-meubles juste avant midi. Une rangée basse d'unités s'étendait dans les deux sens, la peinture s'écaillait sur les murs extérieurs, la clôture grillagée bourdonnait faiblement d'électricité. Personne ne m'accueillit. Il n'y avait pas de gardien derrière la vitre du bureau. Juste un porte-bloc accroché à un crochet près de la porte et une feuille d'enregistrement à moitié remplie de signatures. Mon nom n'avait rien à faire là et je n'allais pas l'ajouter. Je vérifiais à nouveau la note sur mon téléphone. Unité de stockage 42B. Ne faire confiance qu'à la gamine. Iris n'était plus avec moi, mais ses paroles et l'iris me suivirent comme un battement de cœur. Le clavier à droite du portail acceptait le code par défaut que j'avais trouvé sur le site web de l'établissement. Je traversais lentement, scrutant les chiffres. L'unité 42B était au fond, à moitié cachée par un arbre envahissant qui avait réussi à percer l'asphalte. On aurait dit que personne ne l'avait ouverte depuis des années. Le cadenas était plus récent que les autres, bien que brillant, argenté et propre. La clé était à l'intérieur du lapin. Celui qu'Iris m'avait tendu avant que je la dépose chez Sage. Je pensais que c'était juste symbolique, une façon enfantine de protéger son père. Mais en revenant à la voiture et en sentant quelque chose de dur cousu dans la couture, j'ai compris le contraire. Elle l'avait su. J'ai glissé la clé dans la serrure, le cœur battant la chamade. Le mécanisme s'est ouvert sans à-coup. Aucune résistance. J'ai hésité un instant,
puis j'ai tiré la porte métallique vers le haut. Le bruit a résonné comme un coup de feu. La poussière tourbillonnait dans la lumière. À l'intérieur se trouvait un simple sac de sport. Une vieille toile vert délavée, style militaire. Rien d'autre, pas d'étagère, pas de boîte, juste ce sac au centre, comme si quelqu'un l'avait soigneusement placé avant de s'éloigner pour toujours. Je suis entré, j'ai laissé la porte retomber à moitié pour atténuer la lumière et l'exposition. Ouvrir le sac m'a fait transpirer des mains. Une odeur de caoutchouc, de métal et de quelque chose de légèrement chimique m'a envahi. À l'intérieur se trouvaient 4 choses. Une épaisse liasse de billets. Au moins 30 000 $, d'après mes calculs approximatifs, tout en petites coupures. Un porte-passeport avec plusieurs papiers d'identité, le visage de Lyra associé à des noms inconnus, une petite clé USB rouge étiquetée, catalyseur, et un marqueur permanent noir, et un deuxième téléphone. Je n'ai pas touché à l'argent. Pas encore. J'ai d'abord ouvert le porte-passeport. Chaque identité avait une histoire, comme si quelqu'un avait créé un univers distinct pour chaque pseudonyme. Adresse, date de naissance, et même de faux arbres généalogiques. Je les feuilletais, incrédule. Je ne savais plus ce qui était réel. Lyra avait-elle jamais été celle qu'elle prétendait être? Ou n'étais-je qu'un personnage parmi d'autres dans la vie qu'elle fuyait? Le téléphone était plus lourd que le téléphone portable de la boîte à gants. Il était chargé à bloc, sans écran de verrouillage, comme s'il avait été préparé pour moi. J'ai parcouru les messages, les doigts tremblants. Il y en avait des dizaines, la plupart avec des noms de code et des initiales. Mais un fil a attiré mon attention. LH a confirmé. C'était elle, Lyra Holloway. Le message provenait d'un numéro identifié uniquement par Noah. Le dernier message envoyé il y a 3 jours disait, « Catalyst doit rester enterré. Ils se serviront d'elle pour le retrouver s'ils ne te trouvent pas, dépêche-toi. » Elle. Ils se serviraient d'elle. Il parlait d'Iris. Je me suis assis durement sur le sol en béton. Le téléphone me glissait presque des mains. Mon esprit tournait en boucle. Le message de Lyra. Le téléphone prépayé. L'homme à la veste bleue. Tout cela pointait vers une seule chose. Ce n'était pas seulement une question d'argent ou de mensonge. Il s'agissait de quelque chose que quelqu'un voulait cacher. Quelque chose appelé Catalyst. J'ai branché la clé USB à mon ordinateur portable, hésitant avant d'ouvrir le dossier. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Des cartes, des photos, une liste de fonctionnaires corrompus. Mais ce que j'ai trouvé m'a figé net. Catalyst n'était pas un nom de code. C'était un projet. Le dossier était organisé en sous-dossiers, documents juridiques, traces de paiement, photos de surveillance et rapports de lanceurs d'alerte. Des noms que je reconnaissais de la télévision. Des PDG, des juges, un sénateur. Chacune d'elles était reliée par des sociétés écrans se faisant passer pour des fondations pour l'enfance, des organisations humanitaires, des incubateurs technologiques. Mais le cœur du projet était un essai de système de données biométriques utilisant des prélèvements d'ADN non approuvés sur des écoliers à l'étranger, enterrés dans des programmes d'aide. Mon cœur s'est serré, Lyra avait été l'une des responsables du projet, mais son nom a disparu des documents après une certaine date. À la place, un nouveau pseudonyme est apparu, Elena Mioff, le même nom que celui utilisé sur sa réservation d'hôtel à Madrid. Elle a tenté de disparaître, de s'effacer, de laisser derrière elle la version d'elle-même qui avait fait partie de Catalyst. Et pourtant, elle m'a laissé les preuves. Pourquoi? Parce qu'elle me faisait confiance ou parce qu'elle n'avait personne d'autre. J'ai fermé l'ordinateur portable et tout remis dans le sac. Je n'arrivais pas à réfléchir clairement dans cette boîte métallique. J'avais besoin d'air. Je suis sorti et j'ai laissé la porte se refermer derrière moi. Le vent s'était levé, charriant le péché de l'asphalte et de la rouille. J'ai regardé autour de moi à nouveau, toujours pas de mouvement. Mais je savais que ce n'était pas le cas maintenant. S'il ne regardait pas encore, il le ferait bientôt. Je suis retourné directement à Sage. Elle a ouvert la porte avant même que je frappe, les bras croisés, l'air sévère. Elle est en sécurité, a-t-elle dit avant que je puisse poser la question. Elle dort dans la chambre d'amis, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer en morceaux. Alors ne le fais pas, a-t-elle dit. Dis-moi tout. Alors je l'ai fait. Tout, de la photo à Madrid au téléphone prépayé.
du message. Concernant 42B au fichier sur Catalyst. Son visage est devenu pâle, mais elle ne m'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle a regardé par-dessus son épaule vers la chambre où dormait Iris, puis de nouveau vers moi. Elle t'a laissé tout ça. J'ai hoché la tête. Alors ça veut dire qu'il te recherche déjà, Nico. Et si ce que tu viens de me dire et ne serait-ce qu'à moitié vrai, tu as besoin d'aide. De vraie aide. Je ne sais pas à qui faire confiance. Elle m'a regardé dans les yeux, alors commence par moi. Mais on déménage ce soir. Tu ne restes pas ici. Pas maintenant. Elle avait raison. Iris est sortie en se frottant les yeux au moment même où je fermais le sac de sport. Elle se dirigea, toujours à moitié endormie et s'appuya contre moi. L'avez-vous trouvé? Elle marmonna. Je l'ai fait, murmurai-je. Tu avais encore raison. Elle hocha la tête sans sourire. Maman a dit que je le serais. J'ai regardé Sage. Puis j'ai regardé ma fille. J'avais une liste de personnes en qui je ne pouvais pas avoir confiance, mais j'avais aussi une personne que je pouvais absolument, et elle avait 6 ans. Je me suis assis en face du détective Maxon Rive dans le coin arrière sombre d'un restaurant juste à l'extérieur de Kingsdale, à Troisville, assez loin de Miller's Bank que j'avais l'impression que l'air pourrait être plus propre. Il ne ressemblait pas à un détective. Pas de trench, pas de badge qui clignote de sa ceinture, juste un bouton gris ardoise, des yeux fatigués et le genre d'immobilité qui vient de regarder les gens plus longtemps qu'ils ne le pensent. Je lui ai dit de me rencontrer ici en utilisant un email crypté Lyra une fois mis en place il y a des années. À l'époque, c'était juste un moyen sécurisé de partager des documents. Maintenant, cela ressemblait à la seule ligne sûre dans le monde. Il a glissé un cahier noir entre nous sur la table, un café intact à côté. Vous êtes un homme dur à épingler, Holloway. C'est l'idée, dis-je. Maxton regarda la fenêtre une fois, puis vous pencha. Vous êtes venu me voir. Ne prétendons pas que nous n'avons pas besoin de faire attention. Commencez à parler. J'ai sorti le lecteur USB, toujours étiqueté Catalyst, et je l'ai placé entre nous. Je ne l'ai pas glissé vers lui. Pas encore. Vous avez enquêté sur un réseau, la contrebande, le blanchiment d'argent, les liens internationaux. Vous avez mentionné Lyra, ma femme. Ancienne épouse. Il a corrigé. J'ai cligné des yeux. Nous sommes toujours mariés. Il a expiré, griffonné quelque chose dans son cahier. Lyra Holloway a été signalée dans 2 sondes internationales au cours des 18 derniers mois. Son nom n'apparaît pas dans les rapports finaux, mais j'ai continué à creuser. Son alias, Elena Miroff, le fait, tout comme un autre, Kate Brower. Elle a travaillé sous des identités en couches, se déplaçant entre les fronts déguisés en fondations philanthropiques. Chaque ville où elle est allée, j'ai trouvé des chuchotements d'impasses, de sociétés dissoutes, de refuges fermés. Elle nettoie quelque chose ou le démantèle. Elle nous a quittés, dis-je, mais elle n'a pas disparu par elle-même. Elle a laissé quelque chose derrière. Pour moi, pour Iris, ta fille, j'ai hoché la tête. Ensuite, vous devez comprendre, a déclaré Maxton en tapant l'USB. Si ce disque vous connecte à l'une de ces opérations, vous pourriez être complice légalement, même sans le savoir. Je ne savais rien, dis-je. Les mots trop tranchants. Je suis designer. Je rénove les cuisines et les salles de bain. Je n'ai même jamais vu de faux passeport avant la semaine dernière. Il a de nouveau ouvert son cahier. Nico Holloway, ancien partenaire sur plusieurs Shell LLC Connected to Horizon Reach Foundation, co-signatrice sur un transfert de 1,2 million de dollars signalé en Belgique. Votre nom est propre aux États-Unis, mais offshore, vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un partenaire silencieux. Sur le papier, j'ai senti mon estomac tomber. Comment diable? Elle vous a répertorié, a-t-il dit. Que vous le saviez ou non, la rage et la panique m'ont tordu comme une tempête. Je voulais me lever, retourner la table, crier, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste assis là froid et encore, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien d'accord. Le visage de Maxton n'a pas changé. Ensuite, vous devez le prouver. J'ai poussé l'USB à travers la table. Commencez ici. Il l'a ramassé comme si c'était une bombe. Qu'y a-t-il? Catalyseur, tout ce qu'elle gardait caché. Non, compte. Je ne comprends pas la moitié, mais c'est réel et dangereux.
Il le glissa dans la poche de sa veste. Si cela vérifie, cela pourrait vous sauver. Ou l'enterrer. Peut-être les deux. Je n'essaie pas de l'enterrer, dis-je tranquillement. Ses yeux se ramollissent finalement. Juste un peu. Tu l'aimes toujours? Je ne sais pas ce que je ressens, j'ai admis. Mais elle a essayé de protéger notre fille. Cela doit compter pour quelque chose. Il hocha la tête. Vous avez mentionné quelqu'un qui vous a conduit. J'ai raconté l'homme dans la veste bleue, le message du marché, l'unité de stockage. Je lui ai parlé du deuxième téléphone, la note collée à l'arrière du miroir et le message qui disait « Faites confiance uniquement à l'enfant ». Son épingle n'a jamais cessé de bouger. Quand j'ai fini, il s'est assis. Il vous regarde, pas parce qu'ils sont directement après vous, parce qu'il pense qu'elle vous contactera à nouveau. Elle ne le fera pas, dis-je, bien qu'une partie de moi n'ait pas été sûre. Il pense que vous êtes un appât, a-t-il dit. Je suis retourné à nouveau ce mot. Il ouvrit son portefeuille et glissa sur une feuille de papier pliée. Vous devez voir cela. C'était une impression à partir d'une chaîne de messages interceptés. Les lignes de code et le raccourci se déroulent avec de vrais mots. Utilisez Holloway pour trianguler le point de chute. Si mes resurfaces neutralisent confirment l'emplacement de l'enfant, mes mains sont devenues glaciales. Iris, chuchotai-je. Maxon hocha la tête. Ils sont prêts à l'utiliser pour se rendre à l'IRA. Vous devez disparaître maintenant. Nouvel identifiant, nouvelle ville, pas de modèle. J'ai regardé le papier, puis je le regardai. Elle a dit qu'ils viendraient après elle, qu'ils ne s'arrêteraient pas avec elle. Ils ne le feront pas, a-t-il dit. Mais vous avez acheté du temps. Cet USB pourrait mettre des fissures dans leur réseau. Je vais apporter cela à Interpol tranquillement. Mais vous devez disparaître avant le début de la poussée. Il s'est levé. Avez-vous un endroit sur où aller? J'ai hésité. Je le ferai. Il a laissé tomber une petite carte noire sur la table. Un nombre? Aucun nom. Ligne de brûleur. Si vous entendez de nouveau d'elle, vous m'appelez. Pas la police. Pas le FBI. Moi puis il était parti. Je me suis assis là depuis longtemps à regarder l'endroit où il était. Le café devant moi était devenu froid. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je n'ai même pas remarqué le serveur quand il a rempli ma tasse. J'ai continué à entendre une chose dans ma tête. Ils l'utiliseront pour trouver l'IRA. Iris n'était pas seulement en danger. Elle était l'appât. Quand je suis retourné au Sage, c'était presque le coucher du soleil. Le ciel saignait sur les collines, l'or se fondant en violet meurtri. J'ai trouvé l'Iris sur la coloration du porche avec de la craie. Elle leva les yeux quand elle m'a vu et a souri. Un sourire qui m'a brisé en deux. Nous devons y aller bientôt, n'est-ce pas, elle a demandé. J'ai hoché la tête. Mais pas ce soir. Elle a tenu un nouveau dessin. Il s'agissait d'un lapin debout à un carrefour en regardant deux signes. Un a dit à la maison. L'autre a dit, sûr. Dans quelle direction allons-nous? Demandai-je à genoux à côté d'elle. Elle a regardé le dessin. Ni l'un ni l'autre, a-t-elle dit. Nous allons là où personne ne regarde. J'ai embrassé le haut de sa tête et j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Cette nuit-là, j'ai allumé le téléphone burner, l'IRA avait quitté. Il a bourdonné une fois, un nouveau message, un mot, exécuté. Au moment où nous sommes revenus à la cabine, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai remonté le chemin du gravier lentement, les phares balayant la ligne des arbres comme des projecteurs jumeaux, à la recherche de secrets. La porte était ouverte, pas large, juste assez. Mais je savais que je l'avais fermée quand nous sommes partis. Je l'ai toujours fermée. Iris était calme sur le siège arrière, son lapin glissé sous son bras, une main bouclée dans la sangle de la ceinture de sécurité. Elle n'a rien dit, mais elle se pencha légèrement vers la fenêtre, les yeux se plissaient comme si elle le ressentait aussi. J'ai arrêté la voiture à 10 verges du porche. La porte d'entrée était un pot. C'est alors que le froid s'est glissé. Pas de l'air nocturne, mais de la façon dont mon esprit a commencé à le reconstituer. Le message sur le brûleur, un mot, fonctionne. Celui qui a envoyé cela, que ce soit l'IRA ou quelqu'un d'autre, il n'était pas tard. Nous étions. Je suis sorti, faisant signe à Iris de rester dans la voiture. Ne bougez pas avant de dire comprendre. Elle hocha la tête,
les yeux enfermés sur le mien. J'ai attrapé le pneu du coffre, la seule chose ressemblant à une arme que j'avais, et je me suis tourné lentement vers la maison. Chaque étape était plus lente que la dernière, le gravier grimpant sous mes bottes, le genre de son qui vous a donné l'impression de crier dans une pièce silencieuse. J'ai poussé la porte ouvrir le reste du chemin, écoutant. La cabine avait été déchirée. Les tiroirs se sont ouverts. Coussin de canapé coupé. Le matelas s'est retourné. Mon ordinateur portable était parti. Ainsi le sac du fel. Ils ont cherché l'USB. Ils pensaient que nous l'avions laissé derrière. J'ai immédiatement reculé, martelant dur contre mes côtes. Alors que je me retournais pour me précipiter vers la voiture, j'ai vu Iris déjà debout à l'extérieur en regardant le train. J'ai couru vers elle. Je t'ai dit de rester. J'ai entendu quelque chose, a-t-elle dit. Derrière la cabine. Je lui ai attrapé la main, je l'ai tiré dans la voiture et j'ai fermé la porte. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas parlé. Je l'ai terminé en bas de la colline. Le gravier crachant derrière nous et ne regarda qu'une seule fois dans le rétroviseur. Une silhouette se tenait dans les arbres. Veste bleue. Aucun visage que je ne pouvais voir. Juste la forme d'un homme encore comme l'écorce derrière lui. Je ne me suis pas arrêté. Nous avons conduit pendant des heures. Aucune direction. Aucun plan. Juste distance. J'ai continué à vérifier le miroir, j'ai continué à écouter le son d'une voiture derrière nous, mais la route est restée vide. Après 2 comtés et 3 arrêts de gaz, nous nous sommes tirés dans un vieux motel caché de la route 82. Iris s'est recroquevillée sur le lit avec le lapin dans ses bras et je n'ai pas dit un mot alors que je verrouillais chaque boulon et poussais une chaise sous la poignée de la porte. Puis elle a chuchoté quelque chose qui m'a gelé. Maman a dit qu'ils avaient utilisé papa pour la trouver. Je me tournai lentement, mais il se pencha, respire près de mon oreille, voix basse et calme. Vous devez cesser de poser des questions, monsieur Holloway. Mon cœur n'a pas seulement sauté. Il s'est arrêté, claqué et redémarré tout en un seul battement. Je me tournai, mais il était déjà parti, franchissant la porte et disparaissant dans l'éclat du soleil du matin. Il portait une veste bleue, pas de logo, pas de marques évidentes, juste une coquille de la marine avec un col haut. Il n'a pas regardé en arrière. Je ne l'ai pas poursuivi. J'ai attrapé Iris, je lui ai dit que nous devions partir et je l'ai pratiquement tiré hors du magasin. Mes yeux scannaient chaque visage dans le parking. Personne n'avait l'air familier. Personne n'avait l'air menaçant, mais il avait connu mon nom. Cela seul m'a dit que nous étions plus profonds que je ne le craignais. De retour à la cabine, j'ai verrouillé la porte derrière nous et revérifié chaque fenêtre. Iris m'a regardé avec son regard silencieux et régulier, comme elle connaissait la routine, mais détestait également qu'elle le savait. Je lui ai remis l'un des bâtons de miel, dans l'espoir de la distraire pendant 1 minute pendant que je disposais à nouveau le téléphone du brûleur. Je ne l'avais pas vérifié depuis la station-service. J'avais été trop concentré sur le fait de rester en dehors du radar. Il y avait un message non lu. Pas de numéro, pas de sujet, seulement 5 mots. Unité de stockage 42B. Faites confiance uniquement à l'enfant. Je l'ai regardé pendant longtemps. Pas la partie de l'unité de stockage, bien que c'était assez étrange. Mais la deuxième partie, ne faites confiance que l'enfant, pas votre femme, pas votre meilleur ami, pas les autorités, le gamin, ma fille. J'ai senti un tremblement commencer dans ma main. Non pas parce que je doutais d'elle, mais parce que l'implication était claire. Lyra n'avait pas laissé de message pour moi. Elle avait laissé un message à Iris. Pendant tout ce temps, je pensais que je nous dirigeais vers la sécurité, mais peut-être que c'était elle qui nous gardait en vie. J'ai appelé Iris et je l'ai assis. Vous souvenez-vous de quelque chose que Mommy a dit à propos d'une unité de stockage? Elle fronça ses sourcils. Non, mais elle avait l'habitude de garder les clés dans un pot près de l'ancienne peinture de son bureau. Le bureau à domicile de Lyra. De retour à la maison, nous ne pouvons pas revenir. J'ai frotté mon front et laissé échapper une respiration. Je pense que nous devons trouver cette unité. Est-ce dangereux? J'ai hésité. Je ne sais pas encore. Elle hocha la tête, ses lèvres pressées en ligne droite. Ensuite, nous devons y aller avant qu'il ne fasse noir. De la façon dont elle l'a dit, en fait, Brave a fait serrer ma gorge. Je me demandais à nouveau ce que Lyra lui avait dit, à quoi elle l'avait préparé,
car cela ne ressemblait pas à l'improvisation. Cela semblait que ma fille avait déjà fait la paix avec l'idée qu'elle pourrait avoir besoin de me sauver. Cette nuit-là, après qu'elle s'était couchée, je me suis assis près de la cheminée et j'ai joué la messagerie vocale de Lyra encore et encore. Pas pour ce qui a été dit, mais pour ce qui ne l'était pas. Les pauses, la façon dont son souffle était attelé après avoir dit mon nom. Le tremble juste avant de mentionner Iris. Faites-lui confiance, a-t-elle dit. Elle saura à qui ne pas faire confiance. J'ai fait défiler les contacts sur le brûleur. Un seul est resté. Aiguille. Je n'ai pas osé l'appeler, mais j'ai ouvert le fil de messagerie. Vide à l'exception d'un projet. Il était à moitié écrit, un sang. J'ai fini. Le package est avec. Arrêtez là. Pas de nom, pas d'emplacement, juste avec mon sang a fait froid. Elle ne l'avait pas fini. Avait-elle été interrompue ou avait-elle supprimé le nom exprès? À 3 heures du matin, je me suis finalement somnolé sur le canapé, le brûleur toujours sur ma poitrine. J'ai rêvé de Lyra, d'elle assise à notre table de cuisine, en écrivant des notes qu'elle n'a jamais envoyées, laissant des sentiers comme la chapelure que nous pourrions ne pas suivre assez vite. Au lever du soleil, j'avais pris ma décision. Nous allions dans cette unité de stockage. Mais d'abord, j'ai dû comprendre comment garder Iris en sécurité pendant que je l'ai fait. Avant de quitter la ville, j'ai fait un appel. Sage, a-t-elle répondu sur le 3e anneau, sa voix groggy mais claire. Nico, où diable as-tu été? Je lui ai dit juste assez. Que nous étions en difficulté. Que j'avais besoin de quelqu'un en qui j'avais confiance. Que je ne savais même pas avec quoi je lui faisais confiance, mais je n'avais personne d'autre. À son crédit, elle n'a pas demandé de détails. Je viens de dire, amenez-la. Je vais la garder en sécurité. Je me suis tourné vers Iris alors que je faisais un petit sac de nuit pour elle. Vous allez rester avec Andy Sage un peu. Juste pour une journée. Allez-vous revenir? Je promets. J'ai juste besoin de vérifier quelque chose en premier. Elle me regarda, puis hocha la tête. Prends, Bunny, dit-elle, me remettant son lapin en peluche. Pour la chance. Je l'ai serré, embrassa le haut de sa tête et chuchota un merci. Je ne savais pas comment expliquer. Alors que je m'éloignais de l'allée de Sage et que je me dirigeais vers l'unité, mes doigts se resserraient autour du lapin sur le siège passager. Le soleil se couchait à travers un brouillard doux, le monde se réveillant comme s'il avait encore le temps. Mais je savais mieux maintenant. Le temps était quelque chose que nous volons déjà, et je commençais à réaliser que Lyra n'avait pas seulement laissé un gâchis derrière. Elle a quitté une carte lorsque seule sa fille pouvait lire. Je me suis arrêté dans l'installation de stockage juste avant midi. Une rangée basse d'unités étirée dans les deux directions, une peinture se décollait sur les murs extérieurs, la clôture de la chaîne fredonnant légèrement d'électricité. Personne ne m'a salué. Il n'y avait pas de préposé derrière la vitre au bureau. Juste un presse-papier sur un crochet à côté de la porte et une feuille de connexion à moitié remplie de signatures défilées. Mon nom n'y appartenait pas et je n'allais pas l'ajouter. J'ai à nouveau vérifié la note sur mon téléphone. Unité de stockage 42B. Faites confiance uniquement à l'enfant. Iris n'était pas avec moi maintenant, mais ses paroles et l'iris m'ont suivi comme un deuxième battement de cœur. Le clavier à droite de la porte a accepté le code par défaut que j'avais trouvé sur le site web de l'installation. J'ai traversé lentement, à balayer les chiffres. L'unité 42B était à l'extrémité, à moitié cachée par un arbre envahissant qui avait en quelque sorte poussé à travers l'asphalte. Il semblait que personne ne l'avait ouvert depuis des années. Le cadenas était plus récent que les autres, bien que brillant, argent, propre. La clé était à l'intérieur du lapin. Cette Iris m'avait remis avant de la laisser tomber chez Sage. Je pensais que c'était juste symbolique, la manière d'un enfant de donner à son père la protection. Mais quand je suis revenu à la voiture et que j'ai senti quelque chose de dur cousu dans la couture, j'ai réalisé le contraire. Elle avait connu. J'ai glissé la clé dans la serrure, le cœur battant comme un tambour. Le mécanisme s'est ouvert en douceur. Pas de résistance. J'ai hésité un instant de plus, puis j'ai tiré la porte métallique vers le haut. Le son résonnait comme un coup de feu. La poussière tourbillonnait dans la lumière. À l'intérieur se trouvait un seul sac Duffel. Vieille toile verte fanée, style militaire. Rien d'autre, pas d'étagère, pas de boîte,
juste un seul sac au centre comme si quelqu'un l'avait placé soigneusement puis s'est éloigné pour toujours. Je suis entré à l'intérieur, laisse la porte tomber à mi-chemin pour couper la lumière et l'exposition. La dissipation du sac a fait transpirer mes mains. L'odeur du caoutchouc, du métal et quelque chose de légèrement chimique m'a frappé. À l'intérieur se trouvaient 4 choses. Une épaisse pile d'argent groupée. Au moins 30 000 $ par mon décompte, le tout en petites factures. Un dossier de passeport avec plusieurs idées, le visage de Lyra associé à des noms dont je n'avais jamais entendu parler, un petit catalyseur rouge flash rouge étiqueté et un marqueur permanent noir et un deuxième téléphone. Je n'ai pas touché l'argent. Pas encore. J'ai d'abord ouvert le dossier passeport. Chaque identité avait une trame de fond, comme quelqu'un avait fabriqué un univers séparé pour chaque alias. Adresse, date de naissance, même de faux arbres familiaux. Je me suis retourné avec incrédulité. Je ne savais plus ce qui était réel. Lyra avait-elle déjà été qui elle a dit qu'elle était? Ou avais-je juste été un autre personnage dans la vie à laquelle elle courait? Le téléphone était plus lourd que le brûleur du compartiment à gants. Il était entièrement chargé, pas d'écran de verrouillage, comme s'il avait été préparé pour moi. J'ai parcouru les messages, mes doigts tremblants. Il y avait des dizaines, la plupart avec des noms de code et des initiales, mais un fil a attiré mon attention. LH a confirmé que c'était elle, Lyra Holloway. Le message provenait d'un numéro tagué uniquement sous le nom de Noah. Le dernier texte envoyé il y a 3 jours a déclaré « Le catalyseur doit rester enterré. Ils l'utiliseront pour le trouver s'ils ne peuvent pas vous trouver. Déplacez-vous vite. » Ils l'utiliseraient. Il signifiait l'iris. Je me suis assis dur sur le sol en béton. Le téléphone glissait presque de ma poignée. Mon esprit a couru en boucle. La note de Lyra. Le téléphone du brûleur. L'homme dans la veste. Bleu. Tout cela a indiqué une chose. Ce n'était pas seulement de l'argent ou des mensonges. Il s'agissait de quelque chose que quelqu'un voulait cacher. Quelque chose appelé catalyseur. J'ai branché le lecteur flash dans mon ordinateur portable, hésitant avant d'ouvrir le dossier. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Cartes, photos, une liste de fonctionnaires corrompus. Mais ce que j'ai trouvé m'a arrêté froid. Catalyst n'était pas un nom de code. C'était un projet. Le dossier a été organisé en sous-fichiers, documents juridiques, sentiers de paiement, photos de surveillance et rapports de dénonciation. Nom que j'ai reconnu à partir de la télévision. PDG, juge, sénateur. Chacun lié par des sociétés écrans se faisant passer pour des fondations pour enfants, des organisations de secours, des incubateurs technologiques. Mais le cœur était un essai de schéma de données biométriques utilisant la collecte d'ADN non approuvée sur les écoliers à l'étranger enterrés dans les programmes d'aide. Mon cœur est tombé et Lyra avait été l'une des pistes du projet, mais son nom a disparu des documents après une certaine date. Au lieu de cela, un nouvel alias est apparu. Elena Mioff, le même nom utilisé sur sa réservation d'hôtel Madrid. Elle a essayé de disparaître, de s'effacer, de laisser derrière elle la version qui avait fait partie de Catalyst. Et pourtant, elle a laissé les preuves avec moi. Pourquoi? Parce qu'elle me faisait confiance ou parce qu'elle n'avait personne d'autre. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai tout repoussé dans le Duffel. Je ne pouvais pas penser clairement dans cette boîte en métal. J'avais besoin d'air. Je suis sorti et j'ai laissé la porte s'écraser derrière moi. Le vent avait ramassé, portant le péché d'asphalte et de rouille. J'ai revu autour de moi, toujours pas de mouvement. Mais je savais mieux maintenant. S'il ne regardait pas encore, il le serait bientôt. Je suis retourné directement au sage. Elle ouvrit la porte avant même que je ne frappe, ses bras se plissaient, son expression nette. Elle est en sécurité, a-t-elle dit avant de pouvoir demander. Dormir dans la chambre d'amis, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas quelque chose que je peux expliquer en morceaux. Alors non, a-t-elle dit. Dites-moi tout. Alors je l'ai fait. Tout, de la photo de Madrid au téléphone du brûleur. Du message environ 42 B au fichier sur catalyseur. Son visage s'épale sur les bords, mais elle n'a jamais interrompu. Quand j'ai fini, elle regarda par-dessus son épaule vers la pièce où Iris dormait, puis me retournait. Elle a laissé tout ça avec toi. J'ai hoché la tête. Ensuite, cela signifie qu'il vous cherche déjà, Nico.
Et si ce que vous venez de me dire est même à moitié vrai, vous avez besoin d'aide. Aide réelle. Je ne sais pas à qui faire confiance. Elle m'a regardé dans les yeux, puis commence par moi. Mais nous bougeons ce soir. Vous ne restez pas ici. Pas maintenant. Elle avait raison. Iris est sortie en se frottant les yeux juste au moment où je zivais le sac du fel. Elle se dirigea, toujours à moitié endormie et s'appuya contre moi. L'avez-vous trouvé? Elle marmonna. Je l'ai fait, murmurai-je. Tu avais encore raison. Elle hocha la tête sans sourire. Maman a dit que je le serais. J'ai regardé Sage. Puis j'ai regardé ma fille. J'avais une liste de personnes en qui je ne pouvais pas faire confiance. Mais j'avais aussi une personne que je pouvais absolument et elle avait 6 ans. Je me suis assis en face du détective Maxon Reeve dans le coin arrière sombre d'un restaurant juste à l'extérieur de Kingsdale, à Troisville, assez loin de Miller's Bank que j'avais l'impression que l'air pourrait être plus propre. Il ne ressemblait pas à un détective. Pas de trench, pas de badge qui clignote de sa ceinture, juste un bouton gris ardoise, des yeux fatigués et le genre d'immobilité qui vient de regarder les gens plus longtemps qu'ils ne le pensent. Je lui ai dit de me rencontrer ici en utilisant un email crypté Lyra une fois mis en place il y a des années. À l'époque, c'était juste un moyen sécurisé de partager des documents. Maintenant, cela ressemblait à la seule ligne sûre dans le monde. Il a glissé un cahier noir entre nous sur la table, un café intact à côté. Vous êtes un homme dur à épingler, creux. C'est l'idée, dis-je. Maxton regarda la fenêtre une fois, puis vous pencha. Vous êtes venu me voir. Ne prétendons pas que nous n'avons pas besoin de faire attention. Commencez à parler. J'ai sorti le lecteur USB, toujours étiqueté catalyste, et je l'ai placé entre nous. Je ne l'ai pas glissé vers lui. Pas encore. Vous avez enquêté sur un réseau, la contrebande, le blanchiment d'argent, les liens internationaux. Vous avez mentionné Lyra, ma femme. Ancienne épouse. Il a corrigé. J'ai cligné des yeux. Nous sommes toujours mariés. Il a expiré, griffonné quelque chose dans son cahier. Lyra Holloway a été signalée dans 2 sondes internationales au cours des 18 derniers mois. Son nom n'apparaît pas dans les rapports finaux, mais j'ai continué à creuser. Son alias, Elena Miroff, le fait, tout comme un autre, Kate Brower. Elle a travaillé sous des identités en couches, se déplaçant entre les fronts déguisés en fondations philanthropiques. Chaque ville où elle est allée, j'ai trouvé des chuchotements d'impasses, de sociétés dissoutes, de refuges fermés. Elle nettoie quelque chose ou le démantèle. Elle nous a quittés, dis-je, mais elle n'a pas disparu par elle-même. Elle a laissé quelque chose derrière. Pour moi, pour Iris, ta fille, j'ai hoché la tête. Ensuite, vous devez comprendre, a déclaré Maxton en tapant l'USB. Si ce disque vous connecte à l'une de ces opérations, vous pourriez être complice légalement, même sans le savoir. Je ne savais rien, dis-je. Les mots trop tranchants. Je suis designer. Je rénove les cuisines et les salles de bain. Je n'ai même jamais vu de faux passeport avant la semaine dernière. Il a de nouveau ouvert son cahier. Nico Holloway, ancien partenaire sur plusieurs Shell LLC Connected to Horizon Reach Foundation, co-signatrice sur un transfert de 1,2 million de dollars signalé en Belgique. Votre nom est propre aux États-Unis, mais offshore, vous n'êtes pas seulement un spectateur. Vous êtes un partenaire silencieux. Sur le papier, j'ai senti mon estomac tomber. Comment diable? Elle vous a répertorié, a-t-il dit. Que vous le saviez ou non, la rage et la panique m'ont tordu comme une tempête. Je voulais me lever, retourner la table, crier, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis juste assis là froid et encore, essayant d'empêcher ma voix de trembler. Je n'ai rien signé. Je n'ai rien d'accord. Le visage de Maxton n'a pas changé. Ensuite, vous devez le prouver. J'ai poussé l'USB à travers la table. Commencez ici. Il l'a ramassé comme si c'était une bombe. Qu'y a-t-il? Catalyseur, tout ce qu'elle gardait caché. Non, compte. Je ne comprends pas. La moitié, mais c'est réel et dangereux. Il le glissa dans la poche de sa veste. Si cela vérifie, cela pourrait vous sauver. Ou l'enterrer. Peut-être les deux. Je n'essaie pas de l'enterrer, dis-je tranquillement. Ses yeux se ramollissent finalement. Juste un peu. Tu l'aimes toujours? Je ne sais pas ce que je ressens, j'ai admis.
Mais elle a essayé de protéger notre fille. Cela doit compter pour quelque chose. Il hocha la tête. Vous avez mentionné quelqu'un qui vous a conduit. J'ai raconté l'homme dans la veste bleue, le message du marché, l'unité de stockage. Je lui ai parlé du deuxième téléphone, la note collée à l'arrière du miroir et le message qui disait « Faites confiance uniquement à l'enfant ». Son épingle n'a jamais cessé de bouger. Quand j'ai fini, il s'est assis. Il vous regarde, pas parce qu'ils sont directement après vous, parce qu'il pense qu'elle vous contactera à nouveau. Elle ne le fera pas, dis-je, bien qu'une partie de moi n'ait pas été sûre. Il pense que vous êtes un appât, a-t-il dit. Je suis retourné à nouveau ce mot. Il ouvrit son portefeuille et glissa sur une feuille de papier pliée. Vous devez voir cela. C'était une impression à partir d'une chaîne de messages interceptés. Les lignes de code et le raccourci se déroulent avec de vrais mots. Utilisez Holloway pour trianguler le point de chute. Si mes resurfaces neutralisent confirment l'emplacement de l'enfant, mes mains sont devenues glaciales. Iris, chuchotai-je. Maxon hocha la tête. Ils sont prêts à l'utiliser pour se rendre à l'IRA. Vous devez disparaître maintenant. Nouvel identifiant, nouvelle ville, pas de modèle. J'ai regardé le papier, puis je le regardai. Elle a dit qu'ils viendraient après elle, qu'ils ne s'arrêteraient pas avec elle. Ils ne le feront pas, a-t-il dit. Mais vous avez acheté du temps. Cet USB pourrait mettre des fissures dans leur réseau. Je vais apporter cela à Interpol tranquillement. Mais vous devez disparaître avant le début de la poussée. Il s'est levé. Avez-vous un endroit sur où aller? J'ai hésité. Je le ferai. Il a laissé tomber une petite carte noire sur la table. Un nombre? Aucun nom. Ligne de brûleur. Si vous entendez de nouveau d'elle, vous m'appelez. Pas la police. Pas le FBI. Moi puis il était parti. Je me suis assis là depuis longtemps à regarder l'endroit où il était. Le café devant moi était devenu froid. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Je n'ai même pas remarqué le serveur quand il a rempli ma tasse. J'ai continué à entendre une chose dans ma tête. Ils l'utiliseront pour trouver l'IRA. Iris n'était pas seulement en danger. Elle était l'appât. Quand je suis retourné au Sage, c'était presque le coucher du soleil. Le ciel saignait sur les collines, l'or se fondant en violet meurtri. J'ai trouvé l'Iris sur la coloration du porche avec de la craie. Elle leva les yeux quand elle m'a vu et a souri. Un sourire qui m'a brisé en deux. Nous devons y aller bientôt, n'est-ce pas? Elle a demandé. J'ai hoché la tête. Mais pas ce soir. Elle a tenu un nouveau dessin. Il s'agissait d'un lapin debout à un carrefour en regardant deux signes. Un a dit à la maison. L'autre a dit, sûr. Dans quelle direction allons-nous? Demandai-je à genoux à côté d'elle. Elle a regardé le dessin. Ni l'un ni l'autre, a-t-elle dit. Nous allons là où personne ne regarde. J'ai embrassé le haut de sa tête et j'ai senti des larmes me piquer les yeux. Cette nuit-là, j'ai allumé le téléphone burner, l'IRA avait quitté. Il a bourdonné une fois, un nouveau message, un mot, exécuté. Au moment où nous sommes revenus à la cabine, je savais que quelque chose n'allait pas. J'ai remonté le chemin du gravier lentement, les phares balayant la ligne des arbres comme des projecteurs jumeaux, à la recherche de secrets. La porte était ouverte, pas large, juste assez. Mais je savais que je l'avais fermée quand nous sommes partis. Je l'ai toujours fermée. Iris était calme sur le siège arrière, son lapin glissé sous son bras, une main bouclée dans la sangle de la ceinture de sécurité. Elle n'a rien dit, mais elle se pencha légèrement vers la fenêtre, les yeux se plissaient comme si elle le ressentait aussi. J'ai arrêté la voiture à 10 verges du porche. La porte d'entrée était un pot. C'est alors que le froid s'est glissé. Pas de l'air nocturne, mais de la façon dont mon esprit a commencé à le reconstituer. Le message sur le brûleur, un mot, fonctionne. Celui qui a envoyé cela, que ce soit l'IRA ou quelqu'un d'autre, il n'était pas tard. Nous étions. Je suis sorti, faisant signe à Iris de rester dans la voiture. Ne bougez pas avant de dire comprendre. Elle hocha la tête, les yeux enfermés sur le mien. J'ai attrapé le pneu du coffre, la seule chose ressemblant à une arme que j'avais, et je me suis tourné lentement vers la maison. Chaque étape était plus lente que la dernière, le gravier grimpant sous mes bottes, le genre de son qui vous a donné l'impression de crier dans une pièce silencieuse. J'ai poussé la porte ouvrir le reste du chemin, écoutant. La cabine avait été déchirée.
Les tiroirs se sont ouverts. Coussin de canapé coupé. Le matelas s'est retourné. Mon ordinateur portable était parti. Ainsi le sac du fel. Ils ont cherché l'USB. Ils pensaient que nous l'avions laissé derrière. J'ai immédiatement reculé, martelant dur contre mes côtes. Alors que je me retournais pour me précipiter vers la voiture, j'ai vu Iris déjà debout à l'extérieur en regardant le train. J'ai couru vers elle. Je t'ai dit de rester. J'ai entendu quelque chose. Dit-elle derrière la cabine. Je lui ai attrapé la main, je l'ai tiré dans la voiture et j'ai fermé la porte. Nous n'avons pas attendu. Nous n'avons pas parlé. Je l'ai terrassé en bas de la colline, le gravier crachant derrière nous et je ne regardais qu'une seule fois dans le rétroviseur. Une silhouette se tenait dans les arbres. Veste bleue, pas de visage que je pouvais voir, juste la forme d'un homme encore comme l'écorce derrière lui. Je ne me suis pas arrêté. Nous avons conduit pendant des heures. Pas de direction, pas de plan, juste une distance. J'ai continué à vérifier le miroir, j'ai continué à écouter le son d'une voiture derrière nous, mais la route est restée vide. Après 2 comtés et 3 arrêts de gaz, nous nous sommes tirés dans un vieux motel caché de la route 82. Iris s'est recroquevillée sur le lit avec le lapin dans ses bras et je n'ai pas dit un mot alors que je verrouillais chaque boulon et poussais une chaise sous la poignée de la porte. Puis elle a chuchoté quelque chose qui m'a gelé. Maman a dit qu'ils utiliseraient papa pour la trouver. Je suis devenu lent.